refuse d'être mis en congé. Nouvelle table ronde, quelle mobilisation citoyenne, animée par Agathe Duparc, journaliste à Mediapart. J'appelle Siam Asbag, activiste, animatrice du site contrattaque.org, Chloé Lavalette du collectif Veille artistique et citoyenne et comité d'urgence citoyenne, Hamid Zedoug, recteur du centre culturel des musulmans d'Annemasse, et Samir Ben Saadi des Pas sans nous. Vous m'entendez là, hein? Oui, c'est bon. Voilà, alors Edoui a déjà présenté, mais je vais quand même peut-être recommencer. Je ne sais pas si les choses sont assez claires. Donc Hamid Zedoug, qui est recteur du Centre culturel des musulmans d'Annemasse, qui a une action assez forte sur le terrain en matière de dialogue interconfessionnel, et qui va nous parler de son action concrète, puisque là on va vraiment parler du concret, de la manière dont on s'engage sur le terrain. On a Siam Asbag, qui a été connue, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais elle avait eu le grand bonheur de prendre à partie Monsieur Juppé au cours d'une émission de grande audience des paroles et des actes, en lui renvoyant une sorte de miroir, en lui disant finalement la classe politique française, c'est des hommes blancs de plus de 70 ans. Voilà, on en est quand même à des choses. Et donc, ça avait été extrêmement apprécié par certains sur les réseaux sociaux. Mais vous avez bien d'autres actions que celle-là, évidemment, sur le terrain. Chloé Lavalette, vous êtes donc, vous avez lancé, après les attentats du 13 novembre de Paris, le collectif Veille artistique et citoyenne. C'est donc une nouvelle manière de mobiliser sur le terrain les citoyens et de créer des initiatives qui permettent aux gens de s'engager dans ce contexte assez difficile. Et puis enfin, Samir Ben Saidi, vous êtes un militant de longue date dans les quartiers difficiles. Vous avez eu de nombreuses actions au sein du collectif Léo Lagrange et vous êtes militant actuellement du collectif Pas sans nous. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Donc je voulais d'abord m'adresser à Hamid Zedoug, parce que je le connais plus que les autres. J'ai eu l'occasion de le voir juste au lendemain des attentats de Paris. Et à l'époque, vous m'aviez dit vraiment, maintenant il va falloir se retrousser les manches, il va falloir agir, agir, agir. Donc je voulais savoir, vous, dans votre domaine, comment est-ce que vous avez pu agir? Qu'est-ce qui vous importe le plus? Quelle est votre action la plus importante? Merci, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier personnellement, ainsi que François Bonnet, de cette initiative qui témoigne de la reconnaissance de notre travail au niveau local. Je remercie également la ville de Grenoble et toute l'équipe de Mediapart d'avoir organisé ce rassemblement citoyen et de nous donner la parole à nous citoyens. Annemasse, c'est à côté de Genève, hein, c'est une ville frontalière. Donc la municipalité d'Annemasse a un slogan, c'est Annemasse à vivre ensemble. Et donc nous, si vous voulez, on s'inscrit un petit peu dans ce slogan. En ce qui me concerne, donc, je préside une association qui gère une mosquée, donc un lieu de culte musulman. Et au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis, donc j'avais constitué un groupe de dialogue interreligieux avec des prêtres et des pasteurs. Et donc aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui gravitent autour de ce groupe. Et donc on se rencontre régulièrement et on a mené des actions ensemble depuis pratiquement 14 ans. Donc parmi nos actions, enfin, là, je vais plutôt parler de ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est un petit peu l'objet de ces tables rondes. Ce qui s'est passé, par exemple, hier, vous m'aviez parlé d'une initiative que vous avez eue pas plus tard qu'hier. D'accord, je vais parler d'hier. Je vais juste énumérer quelques activités de ce groupe pour voir comment nous, on agit par rapport au rapprochement entre les civilisations, au rapprochement entre les peuples.
Donc on a invité, vous connaissez le groupe Coexister, quand ils ont fait leur tour du monde, qu'ils ont intitulé Interfaith Tour. Donc ils ont fait une escale avec le caravane qui leur a permis de faire le voyage autour du monde. C'est un voyage, j'ai pas le temps de décrire les actions de Coexister, mais si vous voulez, c'est des jeunes de différents horizons, différentes religions. On a aussi fait venir les marcheurs pour la paix, donc c'est des gens qui ont marché à pied de Compostelle jusqu'à Jérusalem. Il y a un musulman, un chrétien et un juif, donc ils ont fait une marche pour la paix, donc on les a invités. Et également, donc on a fait jouer la pièce de théâtre qui s'appelle Pierre et Mohamed. Donc c'est une pièce de théâtre qui raconte l'amitié entre un prêtre qui est Monseigneur Pierre Claverie, dominicain évêque d'Oran, et son chauffeur qui s'appelle Mohamed Bouchichi, tous les deux assassinés. Et donc cette pièce de théâtre, elle raconte un petit peu leur histoire. Et toujours dans l'action au niveau local, on a fait venir, il n'y a pas longtemps, Christophe Roucou, un prêtre, directeur du SRI, donc c'est le service des relations avec l'islam, et l'imam, le grand imam Tariq Oubrou de la ville de Bordeaux, à l'occasion de la sortie de leur livre Le prêtre et l'imam. Donc, si vous voulez, il y a une grande amitié qui s'est installée entre les musulmans et les chrétiens. Donc, quand je dis les chrétiens, c'est les catholiques et les protestants. Et cette amitié, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Et donc, parmi notre groupe aussi, on a une formidable dame qui s'appelle Marie-Madeleine Vini, qui a aujourd'hui 79 ans. Et cette dame a 76 ans. Elle a fait un voyage à pied de Vevey en Suisse jusqu'à Jérusalem. Elle a parcouru 4600 km à pied, en solitaire dans une partie et rejoint par son frère par la suite. Donc je reviens à votre question. Hier après-midi, bien sûr, dans notre mosquée, on a accueilli une délégation de catholiques composée de prêtres, enseignants, et une trentaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans dans le cadre de leur sacrement de confirmation. Ils ont passé toute l'après-midi et ils ont assisté à la prière du milieu de l'après-midi et ils ont assisté aussi à une conférence sur la pratique cultuelle musulmane. Et ça, c'est des initiatives qui sont bien reçues dans votre mosquée ou bien comment ça se passe ? Vous savez, il y a toujours de chaque côté, chez les catholiques et chez les musulmans, des gens qui vont dire il est inutile ce dialogue, pourquoi on dialogue, ils ont leur religion, on a notre religion, mais nous, notre travail au quotidien, c'est de briser ces barrières et plutôt d'aller au-devant de l'autre pour mieux le connaître. Je voudrais, par rapport à l'actualité, nous avons organisé un colloque le 23 janvier 2016, vous y étiez présente. Donc c'est un colloque en collaboration avec le RMF, le Rassemblement des musulmans de France, et le CFCM, le Conseil français du culte musulman. C'est un colloque qui avait pour objectif de parler de la radicalisation pour connaître les racines et pour trouver des remèdes. Ce colloque a regroupé plusieurs personnalités, des chercheurs, des sociologues, des théologiens, des imams, des responsables d'associations musulmanes et des mosquées, avec la présence d'un représentant du ministère de l'Intérieur. Il y avait également des représentants de la société civile, à savoir la Ligue des droits de l'homme, l'Université populaire, le Secours catholique. Et il y avait aussi pas mal de journalistes qui ont relayé. Donc le but, c'est aussi c'est notre combat par rapport à la radicalisation des jeunes et par rapport à les dérives sectaires liées à l'islam. Juste un mot sur ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que l'état d'urgence a dépassé les frontières, puisque l'aéroport de Genève a licencié une trentaine de jeunes Français frontaliers issus de la migration, pour la simple raison qu'ils s'appellent Mohamed Saïd et Rachid, et ils ont constitué un collectif et ils ont pris plusieurs avocats pour défendre leurs droits. Vous imaginez bien le devenir de ces jeunes de se retrouver du jour au lendemain sans emploi. Et je pense que le pouvoir français frontalier, il était pour quelque chose dans le licenciement de ces jeunes qui habitent Annemasse et les environs. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Samir Ben Saïdi.
Donc vous êtes depuis longtemps actif dans les... N'insistez pas sur le longtemps, ça me vieillit. Oui, non, mais c'est vrai. Là, on passe. Alors, après, on passera aux Benjamines, qui sont la nouvelle génération, en quelque sorte, si je puis me permettre. Et donc, passons-nous. Qu'est-ce que c'est exactement que c'est? Vous vous définissez comme une sorte de syndicat des quartiers populaires. En quoi ça consiste exactement? Et est-ce que ça a un impact, finalement, sur le terrain? Parce qu'on se pose toujours la question... Toutes ces réunions, est-ce que finalement vous avez des dialogues avec des jeunes de ces quartiers sensibles? Est-ce que ça touche? Voilà. L'avenir le dira. Peut-être, je me permets aussi moi de remercier effectivement Édouard Plenel et toute l'équipe Mediapart pour cette initiative et de les féliciter. J'aurais tendance à dire 6 heures pour nos libertés, c'est pas cher payé, on se devait d'être là. J'aurais tendance à dire aussi... dans le cadre de l'état d'urgence, 6 heures pour nos libertés, c'est intéressant. Ce serait intéressant d'avoir au moins 6 heures pour l'égalité, 6 heures pour la fraternité, parce que l'état d'urgence impacte non seulement nos libertés, mais c'était dit, et ce sera dit certainement encore par la suite, impacte aussi la question de l'égalité et la fraternité, parce que l'état d'urgence ne cible pas tout le monde de la même manière et impacte pas tout le monde de la même manière. C'est effectivement aussi une réalité. Dans nos quartiers populaires, on le ressent très, très fortement. C'est pas des quartiers sensibles, c'est pas des quartiers difficiles, c'est des quartiers populaires. C'est comme ça qu'on se définit en tout cas. Vous dire aussi, parce que je l'évoque là au niveau des quartiers populaires, vous dire aussi qu'on a une certaine expérience de l'état d'urgence, malheureusement. Il y a 10 ans, l'état d'urgence nous impactait directement, nous les quartiers populaires aussi, pour les raisons que vous connaissez. Et puis il y a 60 ans, un peu plus, moi mes grands-parents étaient impactés par l'état d'urgence parce que j'ai des grands-parents algériens, qui étaient à l'époque indigènes. Donc l'état d'urgence, on en a une certaine expérience déjà. Voilà. Donc si vous voulez qu'on parle d'état d'urgence, on peut vous en parler avec l'expérience et le vécu là, vous m'aviez aussi. dit quand on s'est eu au téléphone qu'il y aura encore plus un zoom sur ces quartiers-là. Donc comment est-ce qu'on répond à cette... Je vais y venir. Non, mais juste pour reparler encore d'état d'urgence, l'état d'urgence dans nos quartiers populaires, elle existe depuis très longtemps et les lois votées récemment et la prorogation de l'état d'urgence, j'aurais tendance à dire ne change rien ainsi, impacte encore plus durement et plus difficilement nos quartiers, mais on vit un état d'urgence social, économique, culturel, éducatif depuis très 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 longtemps et permanent sur nos quartiers. On aurait effectivement besoin qu'on mette la lumière sur autre chose que ces questions sécuritaires qui pèsent de plus en plus sur nos situations. Passons-nous, c'est une coordination nationale qui est née à la suite du rapport Baquet-Meshmash, qui a été commandé par le ministre de la Ville de l'époque, François Lamy. Enfin, des ministres de la Ville, on en a eu un paquet. C'est vraiment un ministère qui n'arrête pas de tourner. Ça montre un peu aussi les enjeux qu'on peut ressentir de notre côté, mais par contre, comme ils sont perçus de manière radicalement différente, a priori, par le gouvernement actuel. Donc on a effectivement, à l'issue de ce rapport-là, lancé l'initiative et la création de Passons-nous. Donc une coordination qui est née en septembre 2014, avec l'idée de rassembler toutes les énergies positives, et il y en a beaucoup sur nos quartiers, pour tenter effectivement de mettre en musique, de mettre en application ce que contient ce rapport-là. Parce que des rapports, il y en a eu beaucoup, il y en a plein qui sont poussiéreux dans les ministères, et il y en a d'autres qui seront encore poussiéreux demain dans nos ministères. Effectivement, là, on a des choses qui sont intéressantes dans ce rapport-là, notamment en ce qui concerne l'empowerment, la capacitation et du coup l'implication des habitants sur les politiques publiques qui concernent nos quartiers et la politique de la ville en particulier. Voilà, donc on a vraiment cette ambition-là et on réunit au sein de ce collectif depuis un an des tas d'initiatives, des tas de jeunes et de moins jeunes, mais beaucoup de jeunes sur des rencontres régulières et on fait en sorte de s'impliquer et d'interpeller les pouvoirs publics locaux sur à la fois notre situation, mais aussi sur des propositions qui sont les nôtres. Et on souhaite vraiment que les choses se fassent avec nous, sachant qu'on a été très longtemps des objets parlés dans ces quartiers-là. On veut devenir des sujets parlants et agissants sur ces quartiers. Et c'est vraiment notre ambition d'aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous suivez également la mise en place de ce qu'on appelle les conseils de citoyens, qui sont un peu des promesses pour l'instant en apparence. C'est dans le cadre de cette nouvelle loi sur la programmation de la ville, c'est ça. Il avait été décidé que les quartiers dits sensibles, c'est ça, ça s'appelait comme ça, populaires, il y a des contrats de ville qui soient signés avec eux, avec des objectifs en matière d'emploi, d'initiatives sociales, et il y avait aussi la création de ces conseils de citoyens. Or là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris.
À Valence, en tout cas. Là où vous, voilà. C'est vrai que je viens de Valence, effectivement, ouais, je ne l'ai pas dit, je suis un voisin, je suis valentinois. Alors, ces conseils citoyens sont nés... Nous, on avait le rapport Baquet-Mashmash, et au niveau de Passarnaud, on avait l'ambition bien plus forte que ce qui est né finalement et ce qui est ressorti de la loi de programmation de la ville. Et dans cette loi de programmation, existent effectivement ces conseils citoyens. Donc on s'en saisit malgré tout, hein, on fait avec ce qu'on a, et ces conseils citoyens ont un intérêt malgré tout. C'est effectivement de pouvoir avoir des structures qui sont dites indépendantes et qu'on souhaite nous indépendantes, pour constituer d'habitants notamment, hein, essentiellement, pour pouvoir interpeller, je le redis encore, les pouvoirs, les décisionnaires locaux, et pour pouvoir être dans la co-construction des politiques publiques concernant nos quartiers. Alors, on a vu le désastre qui a été l'ANRU, hein, on parle souvent de milliards dépensés au sein de la politique de la ville. On voit effectivement que cet argent est dépensé, mais il n'est pas dépensé avec nous. Et en l'occurrence, sur ces quartiers-là, les premiers concernés, l'expertise d'usage, c'est nous, et on aimerait vraiment qu'on puisse enfin le reconnaître lorsqu'on décide des choses qui nous concernent, et lorsqu'on parle de démolition de bâtiments, d'une partie des quartiers, c'est forcément des choses qui vont nous impacter directement et qui nécessiteraient de la concertation. Voilà, donc on est là-dessus. Les conseils citoyens existent de part et d'autre, continuent effectivement à se mettre en place progressivement. L'objectif de la loi de programmation... Qui y participe alors ? Alors, l'objectif de la loi de programmation, c'est que ces conseils citoyens soient constitués avant les signatures des contrats de ville. C'était l'ambition. Dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Concrètement, on a des contrats de ville qui sont signés partout par les communes. Et ces collectifs d'habitants, pour répondre à votre question, c'est des collectifs d'habitants. Ces collectifs d'habitants sont bien souvent constitués bien plus tard et de manière partiale, souvent par les collectivités. Pour vous donner l'exemple de Valence et pour être très concret maintenant, moi je viens d'un quartier qui s'appelle le Polygone. Alors je reviens encore sur l'état d'urgence. Le mot polygone est un mot militaire. C'est un mot qui était utilisé par les militaires. C'est des anciens champs de tir. Alors on veut dire qu'on est un peu conditionné nous sur l'état d'urgence, hein, sur le quartier du Polygone. Donc le quartier du Polygone à Valence est un quartier concerné par la politique de la ville. Et alors que le contrat de ville est déjà signé avec la ville de Valence depuis un certain temps, on installe à peine ces conseils citoyens que la mairie veut appeler comité de quartier pour noyer le poisson, pour faire en sorte que tous les quartiers de la ville aient la même appellation. Nous, on revendique aussi cette appellation de conseil citoyen. Et alors, pour vous donner aussi un aperçu de la Constitution, la ville a fonctionné par tirage au sort pour la constitution de ce conseil citoyen et a tiré au sort des habitants sur la base des listes d'inscription sur liste électorale. Donc, ce qui veut dire que ça excluait de fait les personnes qui ne sont pas inscrites, elles sont un certain nombre, et des personnes qui ne sont pas de nationalité française, et en l'occurrence qui ne sont pas électeurs. On est toujours dans la même logique d'exclusion. En tout cas, pour Valence, c'est toujours la même logique d'exclusion. Ça, c'est clair qu'on n'a pas évolué, qu'on n'est pas prêt d'évoluer sur ce territoire-là. En tout cas, on est là présent pour alerter sur les situations. D'accord. Alors, je vais justement passer la parole à Chloé Lavalette, puisque votre ambition, c'est justement de mobiliser des citoyens. Après ce qui s'est passé en France, on a une urgence à agir d'une certaine manière sur le terrain, que chacun prenne sa part, puisse faire quelque chose. Donc vous avez lancé cette veille artistique et citoyenne. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. C'est très ouvert, il y a beaucoup de foisonnement de projets. C'est pas une culture du résultat, vous m'avez dit. Hein. C'est plus l'idée de mobiliser les gens, de leur donner l'idée qu'ils puissent faire quelque chose, justement. Voilà. Oui, alors, merci d'avoir de nous donner la parole. Aujourd'hui, on est vraiment une très petite initiative, donc c'est bien de... Enfin, c'est bien d'être là. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu parler aujourd'hui. Je sais qu'il y a des centaines et des centaines d'initiatives comme la nôtre et qu'on ne mérite pas plus spécialement de parler à leur place. Enfin, je ne prétends pas du tout parler à leur place non plus. Mais c'est un témoignage qui peut peut-être être intéressant. Alors, Veille artistique et citoyenne, c'est une sorte de groupement informel qui s'est constitué à partir de conversations de personnes, d'abord moi, avec des amis, plutôt des gens jeunes comme moi, plutôt des Parisiens, parce que bon, voilà, on n'est pas très, on est Parisiens, mais bon, on est citoyens quand même. Bah, non, mais je veux dire, c'est très bien que ce truc soit délocalisé à Grenoble, hein, parce que voilà, on était des Parisiens, on était très touchés par les attentats. Voilà, enfin, je dis des conneries, mais mais c'est bien, ça rend les choses un peu plus vivantes.
Alors, donc c'est né de conversations de gens qui n'ont pas posé un geste politique très fort avant dans leur vie, qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont en tout cas dans notre cas plutôt des gens, des étudiants, des artistes, des gens comme ça, et qui se sont dit qu'il fallait en finir avec la résignation, qu'il fallait en finir avec l'impuissance, et avec ce cycle d'un contexte où en fait tout est fait pour qu'on reste dans l'émotion, tout est fait pour qu'on reste dans l'isolement. On était très choqués par l'interdiction des manifestations à la suite des attentats. On était très, très désemparés. Donc voilà, la question c'était que faire et que faire avec nos petits moyens. Alors qu'est-ce qu'il y a comme exemple concret finalement? Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par se dire, voilà, déjà, il est plus ou moins interdit de se réunir. C'est très compliqué de se réunir. Donc, on va essayer de se réunir à plus de 2, 3, 4 personnes. Et on va essayer de se réunir dans un cadre où tout le monde a la parole. Dans un cadre où la parole est horizontale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui peut être intéressant parce que tout le monde, il y a une pluralité de sensibilité, il y a une pluralité de rapports politiques chez les gens. Et on est dans un moment où il y a un nous qui a été saisi à la suite des attentats et qui s'est créé, mais qui s'est créé voilà, dans l'émotion, dans la sidération, dans la peur, dans un besoin de se réalimenter en sens, en compréhension, en beaucoup de choses. Mais ce nous a été confisqué très très vite. Donc ce nous, notre idée c'est de le recréer de façon très artisanale, en faisant des réunions publiques. Donc nous, notre petite proposition, ça a été d'organiser des réunions publiques mensuelles dans des lieux à chaque fois différents. Donc dans la région parisienne, on a fait notre première réunion publique le 24 janvier au 6B, qui est un lieu de création et diffusion à Saint-Denis. Après avoir diffusé un appel dans l'Humanité le 18 janvier pour inciter tous les citoyens à se ressaisir de leur pouvoir de parole et d'action. C'est un cadre très, très ouvert, effectivement. On réunit les gens autour de petites tables, donc avec une feuille de route. La parole n'est pas cadrée, il n'y a pas de médiateur, et il y a simplement l'idée de se poser la question d'abord comment allons-nous collectivement, et puis ensuite qu'est-ce que nous pouvons faire. Et dans un troisième temps, il y a l'idée effectivement de faire un projet. Donc les petits groupes de 5-10 personnes qui sont réunies et émettent des idées de projet, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Donc c'est assez intéressant comme expérience. Parler de politique avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas un truc qu'on peut faire tous les jours. Enfin si, on pourrait le faire tous les jours si on se forçait un peu plus, si on débloquait certains verrouillages, certaines inhibitions, etc. Et c'est sur ça qu'on essaye de travailler. Donc pour les actions... Ouais. Pour les actions, il y a eu beaucoup d'actions de l'ordre du dialogue social, en fait, qui ont été proposées. On n'avait pas cadré. On s'attendait plutôt à des prises de position très radicales contre l'état d'urgence, des choses comme ça. Mais non, en fait, les gens ont plutôt envie... Enfin, les gens qui étaient là, en tout cas, ce jour-là, ils ont surtout envie de se mettre dans des cadres inattendus. Donc, par exemple, une action, c'est arriver sur une place publique avec des chaises et faire une permanence toute l'après-midi, parler avec tous les gens qui sont là. Une autre action, c'est il y a aussi des idées complètement folles. Enfin, il y a hacker la télévision, occuper un théâtre pendant 48 heures. Il y a des actions beaucoup plus simples qui d'ailleurs font écho de toute façon à toutes les initiatives citoyennes qui sont faites en ce moment. Je pense au banquet contre l'état d'urgence à Paris. Il y a eu l'idée d'un bal d'urgence. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. D'accord. Merci. Donc, je vous sens. Donc maintenant, Siam Asbag, il va se passer quelque chose d'amusant demain. Vous allez lancer véritablement le site contrattaque.org. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et surtout votre action, parce que vous avez été militante à Stop Contrôle Faciès. Donc, contre-attaque.org, c'est contre l'islamophobie. Mais tout ça est complètement lié, effectivement. Tout est voilà, tout est lié. Tout est lié. Bonsoir à tous. Avant toute chose, j'aimerais qu'on applaudisse en fait Mediapart, s'il vous plaît. Très fort.
et la mairie de Grenoble et les organisateurs de cet événement, puisque c'est vrai que ce genre d'initiative est salutaire, ça fait du bien de discuter, ça fait du bien de reparler de ces choses-là, de les contextualiser, de décortiquer un peu ce qui se passe. Et surtout venant d'un média, il faut dire que il y a très peu de médias courageux sur ces questions-là. Mediapart fait le travail, Mediapart fait bien le travail, et ça mérite nos applaudissements. Merci. Mediapart ne doit pas oublier que je sais taper aussi quand c'est pas bien fait, donc je reste vigilante. Alors oui, effectivement, peut-être commencer à parler de Contre-Attaque. Donc Contre-Attaque.org, c'est un site qui a été lancé, c'est un site d'information et de mobilisation sur l'islamophobie de manière générale. Alors, il n'a pas vocation à remplacer les collectifs qui existent déjà. Il y en a énormément qui travaillent sur l'islamophobie. Le plus connu étant très certainement le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Le modeste souhait de Contre-Attaque est plutôt de recenser ces différentes initiatives qui touchent à l'islamophobie, de les relayer, de produire des réflexions sur cette thématique-là et de recenser aussi toutes les contre-attaques qui peuvent être menées partout en France. Donc c'est contre-attaque.org, c'est très simple. Et il y a effectivement une soirée de lancement demain. Donc c'est lundi 8 février. Il faut s'inscrire, vous trouverez les choses en ligne. Plus concrètement sur les choses qui nous intéressent aujourd'hui, moi il y a 2 points que je voulais développer très rapidement, parce que je sais que beaucoup de choses ont été dites. Je sais aussi que ça fait des mois qu'on parle de ça, donc il y a énormément de choses qui ont été dites, mais il y a 2 points qui me semblent importants. Le premier, c'est redire ce qu'est l'état d'urgence et en quoi nous pouvons affirmer effectivement que certaines populations, que certains quartiers sont en état d'urgence depuis des décennies. Il ne faut pas oublier que l'état d'urgence, que la constitutionnalisation de l'état d'urgence à laquelle nous allons très certainement faire face dans les prochaines semaines, tire ses racines à des racines coloniales. Elle a des racines du pouvoir colonial, de l'histoire coloniale de la France. Elle touche donc en priorité et en particulier les descendants de l'immigration postcoloniale. Ça, c'est extrêmement important de le dire, puisque, effectivement, aujourd'hui, on a 6 heures pour les libertés. On a énormément d'initiatives qui naissent contre l'état d'urgence, contre les états d'exception, contre la déchéance de nationalité, etc. Mais il ne faut pas oublier, et on espère que tous les gens qui sont mobilisés contre ça ne l'oublieront pas, que les populations qui sont aujourd'hui principalement concernées par cet état de fait le sont depuis des décennies. Ça fait des décennies qu'elles subissent les contrôles aux faciès. Ça fait des décennies qu'elles subissent les perquisitions abusives. Ça fait des décennies qu'elles subissent les discours politiques stigmatisants, violents, brutaux, qui clivent la société française et qui les pointent du doigt. Ça fait des décennies qu'elles subissent un état d'urgence éducatif, sanitaire, territorial, etc., en mettant en place un traitement différencié au sein de la population française entre ceux qui sont les bons Français et ceux qui sont apparentés comme aujourd'hui musulmans d'apparence, mais qui ne sont pas forcément qui sont considérés comme n'étant pas les bons Français, qui sont considérés comme étant les ennemis de l'intérieur. Ça, c'est extrêmement important de le rappeler, puisque quelle que soit la suite qui sera donnée à l'état d'urgence, à la question de la déchéance de nationalité, etc., les traitements différenciés, les pouvoirs policiers qui sont pratiqués et qui sont particulièrement forts quand il s'agit d'une partie de la population, existeront toujours. Ils seront toujours extrêmement violents et ils renverront toujours une partie de la population à une extranéité réelle ou supposée, ce qui provoque de l'humiliation, ce qui provoque de la résignation et ce qui provoque un sentiment une réalité même d'injustice, d'incompréhension face à ce qui est censé être un état de droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très rapidement, c'est juste des moyens d'action. Parce que vous êtes beaucoup à nous demander que faire concrètement, comment on peut être utile. 4 points, très vite. Le premier, c'est la sensibilisation. Vous pouvez sensibiliser.
Certains d'entre vous sont au courant de ce qui se passe. Ils ont lu des rapports. Vous avez accès à des textes. Relayez-les. Informez vos proches. Informez les gens sur leurs droits. Ça, c'est extrêmement important. On a besoin que les citoyens prennent conscience, que tous les citoyens, et notamment ceux qui sont les plus concernés par cet état de fait, prennent conscience de ce qui se passe et connaissent leurs droits. Donc, relayez, informez vos proches, informez vos voisins, diffusez sur les réseaux sociaux. Toutes les actions comptent, même les plus minimes. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est... Dans ce contexte-là de sensibilisation, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites? Vous allez sur place dans des quartiers populaires? Exactement. Ouais. Tout ce que je dis, en fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce que les collectifs avec lesquels on travaille font. Mais c'est surtout, à mon avis, plus utile, au lieu de vous dire, d'apporter un témoignage. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui se demandent comment ils peuvent agir. Donc, en partant de notre expérience, voilà, je vous dis les 4 actions, les 4 types d'actions sur lesquelles on travaille le plus. Donc, le premier, c'est la sensibilisation. Le deuxième, c'est la médiatisation. Les médias sont un outil majeur aujourd'hui pour visibiliser ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à faire connaître vos histoires. C'est grâce à ça qu'on a commencé à avoir des politiques, d'autres médias qui se sont intéressés aux dérives de l'état d'urgence, aux dérives de cet état d'exception, etc. Donc c'est extrêmement important de visibiliser ces histoires, de les faire connaître. Contactez les médias locaux, contactez les médias régionaux, contactez les médias nationaux. Faites parler de vos actions, celles qui sont menées sur vos territoires. C'est extrêmement important. Voilà, la troisième, j'y viens. La troisième action que vous pouvez faire, c'est l'action juridique. Il faut absolument porter plainte. Je sais que nous sommes beaucoup à être résignés parce que nous avons l'impression qu'il y a des lenteurs judiciaires, que bien souvent la justice d'ailleurs donne raison aux policiers, donne raison au pouvoir, etc. Mais nous avons quand même besoin de constituer une large base de plaintes afin de pouvoir espérer avoir une jurisprudence sur cette question-là. Il y a eu des victoires, le collectif Stop le contrôle aux faciès a eu des victoires sur les questions de contrôle aux faciès, le CCIF a énormément de victoires, donc n'hésitez pas à porter plainte, ne vous laissez pas faire. À partir du moment où vous connaissez vos droits et vous avez le sentiment d'avoir été victime d'une injustice, que ce soit une perquisition abusive ou une assignation à résidence abusive ou autre, ou un contrôle aux faciès, etc., portez plainte. Le CCIF et le collectif Stop le contrôle aux faciès, en l'occurrence, ont des pôles juridiques que vous pouvez contacter à tout moment pour faire valoir vos droits, avec le défenseur des droits, avec l'IGPN et avec des avocats. Le CRI, effectivement, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, il y en a plein, il y a énormément d'initiatives locales, il y a énormément d'organisations qui existent dans vos villes, dans vos quartiers. Renseignez-vous, rejoignez-les, renforcez-les, c'est comme ça que nous gagnerons le combat. Le 4e point, c'est évidemment l'organisation politique, donc vous pouvez interpeller vos députés, vos sénateurs, faites-le. Ils marchent à la pression, au rapport de force. Donc développez cette pression, envoyez-leur un mail, trouvez leur numéro de téléphone sur Internet. Vous pouvez interpeller sur les choix qu'ils vont faire dans les prochains jours. C'est extrêmement important. Rappelez-leur que vous avez une carte d'électeur et que vous habitez la circonscription et que ça ne va pas se passer comme ils croient que ça va se passer. C'est extrêmement important. Et aussi, organisez-vous vous-même politiquement en rejoignant les collectifs et en gagnant. Et j'interpelle là plus généralement les organisations politiques et notamment celles de gauche. Ce qui est en train de se jouer là en France va poser les bases de la société que nous arriverons ou pas à construire. Et ces questions-là doivent être traitées, elles doivent être profondément traitées, puisque c'est l'occasion ou jamais de répondre à des problématiques qui sont posées par les quartiers populaires et par les descendants de l'immigration postcoloniale depuis un certain nombre d'années. Je finirai sur un proverbe mexicain, parce que je sais que j'ai été longue. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Manuel Valls continue de nous arroser. Merci Saïm. Donc, juste peut-être une dernière question concernant justement cette classe politique qui vous semble si déconnectée, si loin des préoccupations des quartiers populaires. Il y a 2 choix. D'une certaine manière, vous avez quand même à un moment fait le choix d'être plus proche de certains mouvements politiques. Vous en avez été déçu. Vous m'aviez raconté qu'au dernier régional, on vous avait proposé, les Verts étaient venus vous voir, vous proposant une place sur leur liste. Donc, vous pouvez raconter un petit peu ça. Et puis peut-être après, votre manière de fonctionner. Est-ce qu'on peut encore compter sur cette classe politique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que finalement les gens qui sont délaissés jusqu'ici prennent un peu le pouvoir dans le domaine politique?
Alors, en dehors de mon engagement au niveau de Passarnou, j'ai d'autres engagements, bien entendu, et notamment au sein d'un collectif qui s'appelle l'Affirmation citoyenne. Pardon. Très rapide, on me Je vais dit. essayer d'être très rapide, pour pas prendre le temps. Et dans ce cadre-là, on a un engagement qui est clairement aussi politique, parce qu'on s'est aperçu que l'engagement qu'on avait depuis de très nombreuses années social sur le terrain, on fait des tas de choses depuis très longtemps, et c'est très intéressant, était utile, mais était bien souvent utilisé aussi par les politiques. Et on souhaite aujourd'hui vraiment pouvoir être aussi une force et à la fois d'interpellation, mais de représentation, parce que les partis politiques ne nous représentent plus depuis bien longtemps. Et en l'occurrence, je ne me suis jamais rapproché de partis politiques en tant que personne, mais par contre, on est en dialogue avec les partis politiques, et il est arrivé effectivement, à l'occasion d'échéances électorales, qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse discuter sur l'éventualité d'un parcours commun. Voilà, ça a avorté systématiquement, parce que c'est compliqué quand on est dans un appareil politique de sortir de sa logique pour se dire, on vient et on rentre en dialogue avec les citoyens, et donc on les met, on les place sur un pied d'égalité. On se situe toujours dans un rapport où le parti est organisé, normé de telle sorte que le citoyen est positionné souvent comme la dernière roue du carrosse. C'est ce qui nous est arrivé au régional, mais qui arrivera et qui arrive aussi à d'autres personnes sur d'autres territoires. Voilà. Et Siam, sur ce point, juste rapidement. Mais je pense que pour des raisons diverses, les partis politiques sont bloqués dans des intérêts collectifs, individuels, dans des pressions de pouvoir, dans une problématique aussi de représentation de la société française qui ne leur permet pas de répondre concrètement aux attentes des Français. Donc c'est extrêmement difficile de travailler avec eux actuellement. Donc je dirais pas que nous sommes en dialogue avec les partis politiques. Je dirais qu'à la veille des présidentielles de 2017, il y a beaucoup de partis politiques qui essayent d'être en dialogue avec nous. Nous continuerons de répondre à leurs questions, évidemment. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est à la société civile de se mobiliser, de s'organiser pour créer un véritable rapport de force qui puisse nous permettre de mener à bien nos luttes et nos revendications. Il n'y a qu'avec le rapport de force que ça marchera. Merci, merci beaucoup. Désolée, je suis obligée de... Merci. On est obligé de s'arrêter là. Je suis désolé, le temps passe. Je rappelle juste que nous sommes un journal participatif. Merci à vous tous.